Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF dans lequel nous allons parler beaucoup de la loi qui est actuellement discutée à l'Assemblée, qui est la loi sur le séparatisme ou la loi renforçant les principes de la République. Et on va poser la question, les religions ont-elles raison de s'inquiéter de cette loi? Et puis nous allons parler évidemment de l'actualité avec les menaces dont a été l'objet un professeur de philosophie à Trappes pour avoir soutenu Samuel Paty. Alors pour parler de tous ces sujets, je suis ravi d'accueillir monseigneur Bruno Valentin. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'évêque auxiliaire de Versailles. Et justement, ça va être très intéressant d'avoir la position des catholiques sur cette loi. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours. Et puis nous avons évidemment, parce que la loi pose des problèmes juridiques importants, donc deux juristes éminents. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et doyen honoraire de la faculté de droit. Et Vincent Couronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant aussi à l'UVSQ et fondateur des Surligneurs. Alors, on va commencer quand même par cet événement d'actualité, c'est-à-dire ce professeur menacé. Alors, c'est un professeur de philosophie d'un lycée de Trappes qui a reçu donc des menaces de mort depuis qu'il a publié une lettre ouverte adressée aux enseignants dans l'Observateur, lettre dans laquelle il prenait notamment la défense de Samuel Paty. Il s'interrogeait sur le rôle des enseignants dans ces circonstances. La première, je vais commencer par vous, monseigneur, la première réaction. Alors, à l'écouter ces dernières heures, je n'ai pas bien perçu qu'il ait effectivement reçu des menaces explicites. Je crois avoir compris que c'est plus un climat qui le préoccupe. Mais bon, ça ne change pas fondamentalement les choses. Fondamentalement, ma première réaction, c'est qu'il y a là, une fois de plus, si je puis dire, un double enjeu, qui est un enjeu immédiat de sécurité, mais qui est aussi un enjeu plus fondamental de vérité. Sur le plan de la sécurité, il semble que le préfet, la rectrice d'académie aient pris les choses très au sérieux et se soient mobilisés comme il le faut. Je crois que c'est aussi au nom de la sécurité qu'il faut se garder de tout propos excessif. Un certain nombre des commentaires et même des formules de Monsieur le maire lui-même ces dernières heures m'inquiètent parce que écrire, comme il l'a fait dans Le Point, que Trappes est une ville perdue. C'est le professeur, hein. Oui. Écrire que Trappes est une ville perdue, c'est pas possible. Alors on va y revenir parce que vous m'avez communiqué un article absolument passionnant qui est paru dans Vatican News sur la ville de Trappes. Donc, alors je voudrais qu'on en reparle tout à l'heure parce que c'est une vision assez nouvelle qu'on peut avoir de la ville de Trappes. Mais la première réaction que je voulais sur ces menaces, Jean-Charles Lajoigny. Moi, je suis effondré par le silence qui entoure tout ça. J'ai entendu ce matin de 7h à 9h une grande antenne nationale de radio. Il y a eu à peine une demi-seconde consacrée à ça, quoi. On nous parle de tas de choses qui ont un intérêt tout à fait relatif, mais ça, on a l'impression que les médias, que les hommes politiques, la totalité du personnel important, si je puis dire, est terrorisé, se dit « oulala ». Il est menacé, c'est pas le moment. Alors j'imagine que c'est ce que les gens se disent, c'est pas le moment de prendre la parole, c'est pas le moment de dire que c'est bien ou que c'est mal ou que c'est. Ne disons rien. On remet un couvercle sur la marmite et puis voilà, quand ça explosera, on espère ne plus être là. C'est pas de vague, quoi. Voilà, c'est surtout pas de vague. Mais je pense qu'il y a une trouille et que c'est déprimant parce que c'est à l'inverse de tout ce qu'il faudrait faire, évidemment. Je veux dire, il faut être intraitable avec ce genre de choses, comme le dit tout à fait justement Monseigneur. Quelle que soit la nature des menaces et quelle que soit leur réalité, c'est une ambiance, c'est un climat qui est tout à fait désagréable. Il devrait y avoir un front commun et tous les hommes politiques de gauche à droite devraient se militer là, contre ça et soutenir cet enseignant et soutenir les enseignants et soutenir les gens qui ont une parole libre. Encore une fois, on peut débattre de tout, mais il faut qu'on puisse tout dire. Voilà, et ça, c'est inquiétant. Stéphane Monson ? Oui, moi je vous écoutais avec intérêt. J'ai lu aussi avec grand intérêt ce que le père Valentin nous a diffusé ce matin. Moi, je ferai la distinction probablement entre
entre ce qui se passe dans le milieu scolaire, spécifiquement au collège et au lycée, et on se doute que enseigner au lycée de la Plaine de Naufle non seulement la philosophie, mais aussi l'histoire ou une certaine partie des sciences d'ailleurs, ça ne doit pas toujours être très aisé, très facile. Mais je distingue de ce qui peut se passer au sein donc de ce service public de l'enseignement et de ce qui peut se passer dans la ville. Moi, j'ai aussi sans doute un regard un peu plus optimiste sur ce qui peut se dérouler dans la ville, dans les quartiers de Trappes, alors tant du côté des communautés religieuses qui, je le vois d'assez loin, mais qui me semble en effet dans un dialogue assez constructif, que du côté d'initiatives citoyennes. Mon cher Patrice, évidemment, nous savons, par exemple, la contribution que quelqu'un comme Mustapha Larbaoui peut apporter à cette pacification. Donc, je rejoins Jean-Charles lorsqu'il s'inquiète. J'espère que les réactions des services académiques sera à la hauteur. C'est-à-dire qu'on ne se contentera pas de mettre un mouchoir sur cette question en essayant de l'oublier très vite. Mais je souscris aussi à l'analyse du père Valentin, alors qu'il connaît bien Trappes au demeurant, dans son optimisme. Vincent Couronne ? Oui, moi je suis assez d'accord avec Jean-Charles quand il dit qu'effectivement les médias en parlent assez peu, mais en même temps, je me dis que à quoi bon en fait en parler dans les médias, à quoi bon en fait faire un branle-bas de combat pour cette affaire-là, qui aurait en fait pour effet de terroriser encore plus la communauté enseignante. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre céder en fait à ce que certains prédicateurs ou certains discours etc. veulent en fait nous donner comme impression et la réalité des choses. Et donc, parce que sur le terrain, moi, en tout cas, c'est mon impression et mon observation de mon modeste positionnement. J'ai l'impression quand même que dans les salles de cours, la liberté d'expression a quand même un petit peu reculé. Et donc, on peut se demander est-ce que c'est vraiment justifié ou pas. Est-ce qu'on n'est pas tous individuellement un petit peu effectivement terrorisés, etc. Donc, alors que moi, par exemple, dans mon cas particulier, je n'ai jamais eu aucun problème de contestation de ce que je disais, de mes propos, quoi que ce soit dans les salles de cours ou à l'extérieur. Donc, je ne sais pas trop, en fait, si vraiment il faut plus médiatiser ça. Et puis, comme le disait Stéphane aussi, il y a une nécessité de réaction, en revanche, de la part de l'administration. Ça, pour le coup, oui. Alors, une médiatisation, peut-être pas, mais une réaction ferme de la part des services compétents, ça c'est certain. Alors, on va évidemment surveiller dans les heures qui viennent et le journal de TV78 va faire un grand événement sur cette affaire. Mais je voudrais qu'on revienne justement. Alors, il y a ce creuset qui est Trappes autour de cette affaire. Et avec une délégation de Trappes, vous avez rencontré le pape François. Et on est né donc cet article, la paroisse de Trappes, creuset d'une fraternité concrète et décapante. Alors, quelle est la situation ? C'est en effet le père Étienne Guillet, qui est prêtre du diocèse de Versailles, qui est prêtre à Trappes, qui raconte au fond son vécu de la ville de Trappes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet article, justement, et la réalité telle que la vit le prêtre de Trappes ? Oui, Trappes, c'est 30 000 habitants. Et donc 30 000 habitants ne peuvent pas être enfermés dans une réalité sociologique unique, évidemment. À Trappes, il y a une paroisse catholique dynamique, vivante, qui est ni plus ni moins que composée des habitants de Trappes, donc avec les mêmes questions sociales, les mêmes questions de pauvreté, la même composition de population étrangère. Et à partir de cette paroisse qui est caractérisée par un vrai dynamisme, tout un chacun peut s'en rendre compte en y allant le dimanche à la messe, se jouent et se réalisent de vraies expériences de dialogue très au-delà des murs. Je dirais, c'est pas une paroisse qui se soucie uniquement d'elle-même, c'est une paroisse qui est engagée aussi bien sur le front des questions de pauvreté, par exemple en animant des ateliers pour les enfants qui sont au pavillon bleu, l'hôtel social au bord de la Nationale, que en prenant des initiatives de dialogue avec la grande mosquée, avec les principales réalités musulmanes de la ville. Donc, ce qui a intéressé le Vatican dans cette réalité de Trappes, c'est une expérience
objectivement prometteuse de dialogue. Ce que vous disiez hier, le pape François connaissait Trappes. Oui, alors quand on l'a rencontré il y a un an pile, Ouais. c'est ce qui a permis d'ailleurs que ce voyage se fasse. Et c'est vrai que tout de suite s'est noué avec lui un dialogue assez direct où il a interrogé les trappistes qui étaient là sur leur relation avec l'islam, sur la façon dont se déroulait la vie quotidienne dans ce contexte, ce qui nous a montré un intérêt assez pointu. Et ce qui a confirmé cet intérêt, c'est que j'ai appris que ce fameux article a été traduit en arabe pour être transféré à l'université Al-Azhar au Caire, qui est le haut lieu de l'islam sunnite pour le monde entier. Et ça, c'est le Vatican qui a transmis cet article. Pourquoi cette anecdote m'intéresse? Parce qu'elle montre que Trappes, vous voyez, est un point d'attention international, pas seulement pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Alors, justement, ce qui est assez intéressant dans cet article, c'est... alors, d'abord, il y a les chiffres. Je crois que l'église, c'est 400 personnes. Et 600, voilà. 600, la mosquée, ouais. 3000 à peu près. Oui, hein. oui, oui. Donc, il y a voilà. Ah ben, il n'est pas question de nier l'évidence, à savoir qu'aujourd'hui, dans une ville comme Trappes, l'islam est majoritaire, bien sûr. Mais il y a une collaboration entre les religions, peut-être entre les responsables des religions. Et il y a surtout, si vous voulez, une façon de penser la vie ensemble qui ne coïncide pas avec les limites religieuses. Parce que l'Église catholique à Trappes, c'est aussi l'école Sainte-Marie. Bon, l'école Sainte-Marie, c'est 70% d'enfants musulmans. La paroisse catholique de Trappes, c'est aussi un service de soutien scolaire qui accueille toutes les semaines 100 enfants. Sur ces 100 enfants, vous avez une bonne part d'enfants musulmans. Donc vous voyez, il ne faut pas entrer dans une logique communautariste. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que à partir du moment où on appartient à une communauté religieuse, on vit dans cette communauté et on ne sert que les intérêts de cette communauté. La paroisse de Trappes est la démonstration inverse. Stéphane Manson, vous avez lu cet article ? Oui. Comme je le signalais, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et évidemment, on voit une situation qui est particulière, c'est-à-dire la situation d'une commune une commune relativement importante, 30 000 habitants, dans laquelle les adeptes de confession catholique sont minoritaires, et sont très minoritaires. Donc on voit au fond que les choses peuvent fort bien se passer. Alors c'est vrai on sait que la ville de Trappes, mais que son parti de Trappes, un nombre très important, si on le ramène au nombre d'habitants, un nombre très important de jeunes en Syrie. Les services de renseignement, les services policiers français parlaient d'ailleurs à cette époque du Trappistan. Et ça, c'est aussi une réalité. Il y a un noyau dur d'intégrisme islamique qui est aussi, hélas, une réalité. Et qui a parfois été favorisé par des décisions politiques d'ailleurs. Le bouquin de Raphaël Baquet. Absolument. Oui. Le livre des deux journalistes du Monde. Justement, ce qui est intéressant, et ce qui me semble intéressant dans cet article, et qui, si on le met en perspective avec l'affaire de ce professeur, de Monsieur le maire, c'est qu'au fond, il y a deux visions assez opposées qu'on peut faire d'une ville comme Trappes. Il y a une vision un peu pessimiste du genre la partie est déjà perdue, et une vision peut-être plus optimiste, qui est celle des croyants peut-être, qui est de dire non, il y a des choses à faire, il y a un creuset sur lequel on peut travailler. Mais il paraît quand même normal et j'allais dire bien heureux que Monseigneur ici présent fasse preuve d'un peu d'optimisme, parce que si l'optimisme ne vient pas d'où viendra-t-il? Parce qu'effectivement, on peut faire des constats. On l'a tous fait, Stéphane Manson vient de le faire. Oui, il a raison. C'est vrai que Trappes, il y a les deux choses. En tant qu'éditeur, on voit bien, il y a quasiment la seule librairie quasiment de Trappes, on voit, il y a un hijab en vitrine. Enfin, je veux dire, c'est totalement déprimant comme vision culturelle de la chose. Donc ça, c'est absolument indéniable. Après, qu'il y ait une lueur d'espoir, oui, je ne demande qu'à vous croire, mais voilà, elle est faiblarde quand on voit ça comme ça. Donc, mais je ne travaille pas à Trappes, et voilà. Monseigneur Valentin ? L'important, c'est que cet espoir ne soit pas des mots. Voilà, l'important, c'est qu'il se traduise par des engagements, des réalisations concrètes. Et à cet égard, des choses se vivent à Trappes. C'est pour ça que moi, je connais bien cette ville pour y avoir été moi-même prêtre.
Et j'ai commencé à Trappes comme Monsieur le maire en l'an 2000. Donc je connais cette ville et je sais depuis, de manière très tenace, la volonté de beaucoup de gens de tous horizons de faire des choses à Trappes. Moi, un des souvenirs les plus forts que je garde de mon travail de prêtre à Trappes, c'est précisément la ténacité et l'engagement des enseignants des écoles, des collèges et du lycée public. Voilà. Des hommes et des femmes, parce que j'ai pas mal dialogué avec la prédécessrice de Monsieur le maire, la professeure de philo de l'époque où j'y étais, qui était une figure de la militance laïque athée, et avec lesquels il y a eu de vrais dialogues, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens s'engagent pour faire avancer les choses. Et c'est ça qui constitue la possibilité d'espérer. Et la possibilité d'espérer, passe probablement par l'enseignement et par l'éducation. Hein. Ou par le sport. Ou par le sport aussi, qui est un facteur absolument. Ce qu'a fait Moustapha Larbaoui. Oui, quand il était président du Football Club de Trappes. Et je crois qu'il a fait un travail tout à fait remarquable, luttant effectivement contre les dérives islamistes, etc. Tenant le truc d'une main de fer et je crois que c'était tout à fait positif comme action. Il y a eu le Grenelle du sport amateur et facteur d'intégration qui s'est tenu la semaine dernière à Garches-les-Gonesse et qui était passionnant sur ce plan. Vincent Couronne, sur Trappes justement, sur ces deux figures d'une ville comme ça, entre la menace et l'espoir. Moi, je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai envie d'espérer aussi de me ranger de ce côté-là. Après, c'est un sentiment, là encore une fois, comme Jean-Charles, je ne connais pas très bien Trappes, même si j'ai des étudiants qui viennent de Trappes, etc. Mais j'ai pas une expérience du terrain. Maintenant, si on me dit qu'il y a ces deux faces-là qui existent à Trappes, j'ai envie de prendre celle plus positive et optimiste. Après, je trouve que cette question-là et ce débat, il a un sens à l'égard du projet de loi que l'on appelle encore de lutte contre les séparatismes, qui est en ce moment en débat au Parlement, parce que ça montre la place centrale de l'éducation. Alors, vous disiez du sport également, je suis tout à fait d'accord aussi, mais outre les mesures répressives, de contrôle, etc., il y a un travail de longue haleine, mais qui évidemment politiquement ne peut avoir d'effet que de manière très incertaine et sur le très long terme. Mais c'est probablement là que l'effet le plus profond et le plus utile. C'est sur l'éducation. Vincent Couronne, vous venez de me faire une liaison toute trouvée, puisqu'on va aborder le sujet de cette loi discutée actuellement à l'Assemblée. Loi qu'on appelait sur le séparatisme, qui est la loi pour renforcer les principes de la République. Mais enfin voilà, on la connaît sur le nom loi sur le séparatisme. Alors, je voudrais qu'on commence par aborder une des questions importantes. On a vu que, évidemment, la loi, au départ, était censée régler, si je peux dire, la question de l'islam et de l'islamisme. Et on voit qu'au fond, les religions, les protestants, les catholiques, sont très critiques sur ce projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est une loi qui m'inquiète beaucoup et qui inquiète beaucoup les évêques de France, comme évêques catholiques, mais peut-être plus encore comme citoyens, parce que plus le débat parlementaire avance et plus nous avons le sentiment qu'elle va manquer sa cible, en nourrissant, chez les croyants, une forme de séparatisme intime, du fait du message de défiance, de soupçon, que, quelles que soient par ailleurs les intentions du législateur, cette loi fait passer. Voilà. Je vous en donne un seul exemple pour voir comment des dispositions techniques nourrissent en réalité un climat. Après, on va peut-être les dispositions, mais... Juste un exemple pour vous dire pourquoi la principale inquiétude vis-à-vis de cette loi, c'est le climat de soupçon qu'elle insinue dans les règles de la laïcité en France désormais. Le diocèse de Versailles a 220 ans, ce qui est relativement jeune pour un diocèse catholique en France. Bon. Évidemment, son statut juridique a changé. Comment ça se fait qu'il soit si récent ? Parce que nous sommes en région parisienne et que donc la région parisienne s'est développée. Voilà. Le diocèse a été créé en 1802. Bon. Évidemment, son statut juridique a évolué sur 200 ans et aujourd'hui, nous sommes sur un statut juridique qui a 100 ans. Voilà, puisqu'il date des adaptations aux catholiques de la loi de 1905 faites dans les années 20. Bon. Eh bien, de par cette loi, nous allons passer désormais à un statut juridique qui aura une durée de vie de 5 ans. Tous les 5 ans, nous devrons revenir à la préfecture pour demander au préfet de bien vouloir nous reconnaître une existence légale. Pourquoi ?
Les catholiques des Yvelines sont-ils des gens dangereux pour que eux qui avaient un statut en place depuis 100 ans se voient désormais attribuer un statut qui n'aura plus qu'une durée de vie de 5 ans? Alors, le seul message qu'on peut entendre, c'est « vous êtes des gens dont il faut se méfier ». Et donc tous les ans, tous les 5 ans, nous réévaluerons votre orthodoxie républicaine. C'est objectivement vexatoire. Alors, il y a peut-être une explication, je pense que c'est celle que va donner Jean-Charles, mais qu'on peut lire aussi dans La Croix. J'ai lu dans La Croix un éditorial qui disait à l'origine, c'était bien une certaine conception de l'islam dans sa version politique qui était visée par la loi, mais afin de ne pas stigmatiser les musulmans dans leur ensemble, le projet brasse très large. À la manière de filet dérivant, certaines dispositions auront potentiellement des conséquences sur tous les cultes, sans distinction. Je pense que c'est votre explication. Exactement, exactement. On voit bien dans les médias, sur tous les plateaux de télévision, dès que quelqu'un prend la parole autour ou à propos de l'islam ou de l'islamisme, le préambule automatique, c'est de dire et c'est la même chose pour les catholiques, c'est la même chose pour les protestants. Tout de suite, plus personne n'ose parler de l'islam ou de l'islamisme. Tout de suite, il faut dire, on englobe toutes les religions. Ce qu'on disait la dernière fois pendant l'émission avec le député M. Molière. Bruno Millienne. Bruno Millienne. Et qui tout de suite, on avait l'impression qu'il craignait des séparatismes catholiques, des séparatismes protestants. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils existent? Et cette phrase extraordinaire, il dit non, mais ça pourrait. On est chez les fous. On est chez les fous. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on peut craindre de la religion catholique ou de la religion protestante? Est-ce qu'il y a le moindre soupçon de choses? Je rejoins tout à fait Monseigneur. Mais on est au-delà du ridicule de demander aux catholiques de faire preuve de républicanisme. Enfin, on est chez les fous. Alors, je vais passer la parole aux juristes et aux professeurs de droit, mais je crois que c'est le président de la Fédération protestante qui écrit ceci. Effectivement, il existe une menace, il parle de la menace islamiste, mais le projet de loi touche ceux qui précisément jouent le jeu de la République. Est-ce qu'au fond, vous dites on est victime de ceux qui ne le jouent pas et on est considéré comme ceux qui ne jouent pas le jeu de la République? Mais ça me semble évident, et c'est là où je pense que cette loi va rater sa cible. C'est parce qu'en durcissant le cadre des associations cultuelles, on va évidemment dissuader un peu plus ceux qui n'y sont pas déjà de le rejoindre. Pas plus tard qu'avant-hier, un des recteurs des grandes mosquées des Yvelines disait au curé de la ville, avec ce qui est en train de se préparer, nous n'irons jamais dans le statut de 1905. Puisqu'aujourd'hui, comme beaucoup de mosquées, ils sont sous le statut 1901, c'est-à-dire les associations de philatélistes, de sportifs ou autres. Bon. Eh bien, précisément, il disait, mais avec ce durcissement de la loi, c'est pas demain la veille que nous, on rentrera sous ce statut-là. Donc, ce que la loi essaye de leur... Mais le président de la République, quand il a reçu en octobre les représentants des cultes pour présenter ses intentions, a dit précisément ça. Il a dit, moi, mon but, c'est que toute la vie cultuelle rejoigne 1905, parce qu'aujourd'hui, elle se déploie beaucoup sous des statuts divers. C'est difficile à contrôler. Et on aboutit à une loi qui va rendre 1905 plus dissuasif. Donc, outre emmerder, excusez-moi les mots, les gens qui ne menacent personne, j'ai la prétention de ne menacer personne, on dissuade les gens qu'on voudrait inscrire dans le cadre républicain de le rejoindre. Stéphane Monson, alors, est-ce qu'il faut une explication technique, au fond, et dire qu'une loi ne peut pas viser une seule religion et qu'elle est obligée de les viser toutes, même si toutes ne présentent pas les mêmes caractéristiques? Vous avez de beaux restes, mon cher Patrice, de vos études juridiques. La situation française a ceci de particulier. Alors, on pourrait, sur la notion même de laïcité, y passer des heures et des jours, tant la question est complexe et tant chacun prétend avoir sa propre définition de la notion. Mais la question est complexe au point que, en effet, la puissance publique ne peut pas discriminer. Il n'est constitutionnellement pas possible de viser une institution religieuse en particulier, tout en laissant les autres de côté. Alors il y a, je citerai un exemple, alors qui
qui est un exemple récurrent, notamment depuis que Jean-Pierre Chevènement est passé par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, cette volonté de la part de l'État d'organiser un islam de France. Voilà une situation à laquelle l'État se heurte. Dans des situations d'échec, on va d'échec en échec. Pourquoi? Parce que le régime juridique et constitutionnel qui s'applique aux relations entre l'État et les institutions religieuses ne permet pas à l'État d'intervenir pour structurer une institution religieuse. Eh bien là, on est à peu près dans les mêmes contradictions, dans les mêmes difficultés pour la puissance publique. Alors, sur ce que disait le père Valentin à propos des associations loi 1905, des associations cultuelles dans lesquelles il a raison d'ailleurs d'inclure les associations diocésaines de 1924. Il y a en effet des contraintes. Alors des contraintes qui tendent dans le projet de loi en effet à être resserrées. Et là, j'ouvre une parenthèse. On verra ce que le Conseil constitutionnel en dira. On verra aussi ce que le Conseil d'État pourra dire des décrets d'application et de la mise en œuvre de ces textes. Et là, je referme la parenthèse. Mais sur ces associations loi 1905, qui ont vraiment été conçues par la loi du 9 décembre 1905 comme étant des textes sur mesure pour les institutions religieuses. La loi de 1901 sur les associations avait d'ailleurs été, dès 1901, un prélude à cette évolution. Il ne faut pas oublier non plus que ces structures associatives emportent un certain nombre d'avantages pour ceux qui s'y sont adhérés, qui s'y sont constitués. Des avantages notamment en matière fiscale, des avantages également nouveaux que le projet de loi va ouvrir à ces associations loi 1905 et qui consistent pour les institutions religieuses à pouvoir tirer des revenus de la gestion immobilière des immeubles dont elles sont, ces associations, propriétaires. Et ça, c'est évidemment un avantage pécuniaire qui probablement incitera certains à basculer du régime de 1901 vers celui de 1905. Notamment pour les mosquées, hein, c'est ça? Alors, notamment pour les mosquées, mais j'allais vous dire que là, du côté de l'immobilier, du côté des édifices, de la construction d'édifices du culte et plus particulièrement des mosquées, on a en France un régime qui est de ce point de vue très libéral et qui permet notamment via un mécanisme qui s'appelle le bail amphithéotique, je laisse ça de côté, c'est assez technique, qui permet de consentir au fond des aides assez importantes aux institutions religieuses pour notamment la réalisation des mosquées. Et puis, je n'oublie évidemment pas non plus le fait que la plupart des édifices catholiques qui ont été réalisés avant 1905 sont aujourd'hui des propriétés publiques, ce qui implique évidemment une obligation de la part des communes et de l'État et de certaines institutions, de certains EPCI, de coopération intercommunale, ce qui implique une obligation d'entretien. Donc, il y a des contraintes, mais il y a aussi, en effet, un certain nombre d'avantages. Monseigneur Valentin voudrait vous répondre. Oui, alors je ne veux pas noyer ceux qui nous écoutent sous des détails techniques, mais je suis quand même obligé de m'inscrire en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce que la loi sur l'économie solidaire de 2017 a modifié fondamentalement cette donne en permettant à toutes les associations, loi 1901, de détenir de l'immobilier de la même manière, soit reçu à titre gratuit, des héritages, soit acheté dans une logique de placement. Bon. Aujourd'hui, à nous, il est fait interdiction d'avoir des immeubles que nous aurions achetés dans une logique de placement, et a priori, malgré nos demandes, la loi en discussion maintiendra cette interdiction, et donc il ne nous est concédé que la possibilité de mettre en location les immeubles que nous détiendrions à titre gratuit, reçus en héritage. Donc, contrairement à ce qui vient d'être dit, nous faisons aujourd'hui l'objet d'une discrimination par rapport aux autres associations dans notre liberté de gestion de nos ressources. Stéphane, vous voulez répondre à ça ou... Non, mais si discrimination il y a de toute façon, et là la loi est en discussion, il est question de plafonner, etc., les aspects pécuniaires, mais si discrimination il y a, eh bien, il faudra le faire valoir devant les juridictions, et le Conseil constitutionnel ne manquera pas de censurer, tout comme le Conseil d'État dans les mesures d'application. Vincent Couronne, peut-être un rappel
parce qu'on parle beaucoup de cette loi de 1905, de loi de la séparation de l'Église et de l'État. En quelques mots, quelle est sa philosophie ? Bon, alors après le brillant exposé de Stéphane Manson sur la loi 1905, j'ai plus grand-chose à ajouter. Tout a été dit de manière assez claire et complétée. C'est quoi la séparation de l'Église et de l'État ? Mais cette loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, l'idée quand même à la base, il y en avait plusieurs, mais il y avait une des idées, c'était une idée de souveraineté aussi, c'est-à-dire d'assurer la séparation, en assurant la séparation entre l'Église et l'État, s'assurer que l'Église ou les églises, les religions n'allaient pas intervenir aussi, hein, donc une espèce d'effet de retour dans les affaires de l'État. L'autre grande idée de cette loi de séparation, c'était d'assurer aussi la liberté religieuse. La neutralité de l'État, c'est la non-intervention de l'État dans les religions, le fait de ne pas privilégier une religion par rapport à une autre, et d'assurer en retour une liberté religieuse la plus complète aux différents citoyens. Et d'ailleurs, cette loi de 1905 ne traitait aucunement de la question des ports des signes religieux. Cette question-là est venue plus tard, oui, notamment à partir des années 2000. Mais voilà, ça c'est la philosophie de base en fait, hein, vraiment neutralité de l'État, liberté religieuse et non-intervention des religions dans les affaires de l'État. Alors cette loi n'est pas remise en cause, mais il y a des petites modifications, hein, c'est ça ? Son esprit, par les petites modifications techniques qui sont intégrées, son esprit change radicalement. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. On va vers une laïcité, débat, hein. On va vers une laïcité du soupçon. On ne peut pas dire autrement. Il y en a qui disent, voilà, c'est juste un toilettage, pour exposer brièvement les deux thèses, c'est juste un petit toilettage technique de la loi de 1905, et d'autres qui, comme vous, disent, mais non, on passe à une autre laïcité qui est une laïcité de soupçon, une laïcité de contrôle. Mais les deux affirmations sont vraies. C'est un toilettage technique, et j'en ai donné quelques exemples assez techniques, immobilier, oui. Statut juridique, mais ce toilettage technique... Le contrôle par le préfet des associations culturelles. Dans cette loi, les préfets obtiennent des pouvoirs de police administrative sur les cultes qu'ils n'ont jamais eu et qui ont un côté un peu anachronique, parce qu'on est revenu à l'époque du Concordat sur ce point quasiment. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de mesures techniques, mais c'est des mesures techniques qui changent fondamentalement l'esprit de la laïcité française, qu'on le veuille ou non, en posant un a priori de soupçon par rapport aux citoyens croyants, qui sont considérés comme des gens dont il va falloir assurer de manière un peu serrée la fiabilité républicaine. Et donc c'est pour ça que je dis que moi je suis inquiet du climat que va engendrer cette loi, parce que je crois qu'il faut avoir tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant était très intéressant sur la loi de 1905. Moi j'y rajouterais son processus d'acceptation. Voilà. Il faut se rappeler que ces débats ont d'abord commencé par scinder gravement la société française et même par envoyer à l'étranger certains citoyens français qui étaient les religieux. Les moines, les moniales ont été expulsés et sont partis en Belgique, en Angleterre. On leur a demandé de bien vouloir quitter le territoire. D'eux-mêmes, ils n'y étaient pas tenus puisqu'ils étaient à l'étranger. Ils sont rentrés se battre en 14. Ils sont rentrés se battre pour leur pays et ils sont morts comme tous les Français dans les tranchées. Et cet épisode de la guerre 14 a beaucoup joué parce que on a, à ce moment-là, recélé une cohésion nationale et on a dépassé pour de bon le côté guerrier de ces séparations. Et bien moi, je ne voudrais pas qu'on perde la mémoire de tout ça et je ne voudrais pas qu'on réintroduise de manière anachronique et finalement dangereuse une ambiance de soupçon. Voilà. En France, les croyants sont de bons citoyens, ils sont fiers d'être engagés sur tous les terrains, de la solidarité, de l'éducation, comme tout le monde, qu'on leur foute la paix. Alors, on peut avoir peut-être une vision un peu positive. Je vous demande à tous peut-être une opinion là-dessus. Est-ce que, en effet, comme l'expliquait Stéphane Manson, on est obligé dans la loi de viser toutes les religions, mais peut-être que dans la pratique, le contrôle, par exemple, d'associations cultuelles catholiques ne se fera pas forcément de la même façon que le contrôle d'associations cultuelles d'une autre religion, et je pense à l'islam. Est-ce qu'on peut imaginer ça, Stéphane ? Bah, écoutez, vous savez, dans la pratique, il y a déjà pas mal d'écarts entre ce que dit la lettre de la loi et la réalité des choses. Et notamment, ces pratiques sont parfois encouragées, sont parfois
validée, mais même encouragée par la jurisprudence administrative, notamment du Conseil d'État qui, depuis 2011, a rendu toute une série de décisions qui montrent un regard extrêmement compréhensif, extrêmement libéral sur les rapports entre l'État et les religions, notamment sur la question des aides pécuniaires. Vincent Couronne parlait de la loi de 1905 à l'instant. L'article 1er est de valeur constitutionnelle. Il proclame la liberté de conscience, et en cela d'ailleurs il n'a rien de nouveau, puisque c'était déjà le cas en 1789, alors que l'article 2, lui, qui est relatif à la séparation, n'a qu'une simple valeur législative. Et il y a de nombreux textes et de nombreuses pratiques qui s'arrangent, si vous voulez, avec cette question de la séparation. Donc, je suis assez convaincu que... mais alors, sur la question de la liberté d'association, là, le Conseil constitutionnel aura peut-être à effectuer quelques censures. Mais je suis assez convaincu que, au-delà de ce que dit le Père Valentin, et je l'entends, et j'entends aussi sinon son découragement, du moins sa forme d'agacement, mais j'entends aussi qu'il faut que la puissance publique réagisse à l'égard de ce qui peut se passer du côté des associations islamiques, dont on voit qu'elles ne sont pas, dans l'état actuel du droit, elles ne présentent pas suffisamment de garanties au regard notamment des financements étrangers, au regard de l'infiltration de certains États au sein de ces associations. Je pense par exemple à la Turquie et au système des imams qui sont détachés, qui sont des fonctionnaires de l'État turc, qui sont détachés dans ces diverses associations. Donc il faut que la puissance publique réagisse d'une manière ou d'une autre. C'est aussi dans le même temps une attente politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que oui, on comprend que vous soyez une victime collatérale, enfin que la religion catholique soit une victime collatérale, mais est-ce que dans ce cas-là, il ne fallait rien faire? Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Beaucoup des intentions et des points précis qui sont dans cette loi me semblent, comme citoyen et comme évêque, nécessaires, contre la polygamie, contre les imams détachés, comme ça a été dit. Beaucoup de choses, effectivement, qui sont dans cette loi relèvent de sujets sur lesquels il fallait que l'État réagisse. Je suis d'accord. Bon. Mais la question, c'est comment? La question, c'est comment? On parlait à l'instant des pouvoirs administratifs de police transmis au préfet. Bon. Les recours, nos capacités pour faire appel au juge, qui est au fond le seul arbitre objectif de la vie ensemble dans notre pays, sont très flous dans cette loi. On n'a pas encore parlé du contrat républicain, l'article 6 qui vient d'être voté, mais la façon dont on pourra contester le fait que nous soyons mis en doute dans notre application du contrat républicain est très imprécise dans cette loi. C'est quoi le contrat républicain Eh bien, désormais, une association cultuelle, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, les autres citoyens, eux, ne sont pas soupçonnés, mais une association cultuelle qui reçoit des subventions publiques pour son travail d'intérêt général, par exemple les activités caritatives, devra signer avec l'État un contrat d'engagement républicain. Voilà. Pourquoi nous? Je ne sais pas. Pourquoi que nous? Je ne sais pas, mais on a déjà parlé de ce point. Bon. Le principe est évidemment louable, bon, sauf que ce contrat est basé sur des grandes valeurs dont la définition juridique est très floue, qui vont donc évidemment ouvrir lieu à contentieux. Par exemple, ce contrat précise que les associations concernées ne doivent pas aller contre l'ordre public. Bon, nous avons dit lors des auditions, mieux vaudrait parler de sécurité publique, parce que l'ordre public, c'est quoi? Quand le Secours catholique à Calais va installer des douches pour les gens qui sont dans la forêt, il va contre l'ordre public. La fraternité exige parfois d'aller contre l'ordre public, ou pour parler en termes du Nouveau Monde, la fraternité est disruptive. Bon, donc évidemment qu'il y aura disait déjà la force injuste de la loi. Voilà, donc évidemment qu'il y aura des moments où l'autorité administrative contestera certains positionnements avec l'ordre public, oui, avec des concepts très flous. Ouais. Quels seront nos recours? Comment pourrons-nous en appeler au juge? Eh bien, sur tous ces points, nous n'avons pas de garantie. Donc, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je considère qu'aujourd'hui, cette loi introduit un arbitraire. Jean-Charles, il y a eu alors
une partie du texte qui a été déjà voté. Il y a eu le débat sur le port du voile, notamment. La droite aurait voulu qu'elle soit interdite pour les petites filles, notamment. Aurore Berger portait aussi un amendement là-dessus. Vous regrettez qu'on n'ait pas été plus loin là-dessus, sur ce sujet? Bien sûr. Je trouve que Aurore Berger a montré beaucoup de courage et c'est vraiment du courage, parce que c'est un débat que peu de gens acceptent auquel peu de gens acceptent de participer, si ce n'est pas en disant non, on n'a qu'à rien faire. Encore une fois, c'est effectivement, oui, je le déplore. Enfin, c'est un exemple, et on rejoint la discussion de début d'émission avec ce qui se passe à Trappes. Je veux dire, il n'est pas normal qu'on voit des petites filles avec des voiles. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette façon de voir la femme et de voir l'humanité? C'est pas l'humanité telle que je la conçois et telle que j'ai envie de la vivre en France. Enfin, c'est totalement aberrant. C'est une chose particulière parce que c'est pas forcément un emblème religieux, un signe religieux d'ailleurs, mais c'est ce que disent en tout cas les autorités musulmanes. C'est ce que disent les autorités musulmanes. musulmanes. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais elles disent elles-mêmes que ça n'est pas directement une question religieuse. Et on voit même, je ne sais plus quel abruti s'est offusqué en disant on parle du port du voile chez les musulmans, parlons du voile de la mariée dans le mariage catholique, parlons du voile pendant les communions, etc. Enfin, tout ça a été une espèce de gloubi-boulga intellectuel, mais c'est scandaleux. Et encore une fois, là, il faut non pas sévir, mais il faut dire à ces gens, taisez-vous. Enfin, je veux dire, arrêtez de polluer le débat avec des trucs tellement stupides. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Monseigneur, quelle est votre position justement sur cette question de la discrétion un peu religieuse dans l'espace public? Est-ce qu'il faut accepter au fond, de garder sa religion, si on est religieux, si on est croyant, pour la sphère privée? Alors, c'est un débat qui est inscrit dans le débat sur la laïcité depuis les origines. Oui. Voilà, puisque vous savez qu'en 1905, il y a eu deux courants laïques qui se sont affrontés, celui d'Émile Combes et celui d'Aristide Briand. Et parmi les éléments d'affrontement dans ces deux philosophies de la laïcité, il y avait la question de savoir si c'était l'État qui devait être laïque ou si c'était la société qui devait être laïque, l'espace public. 1905, donc Aristide Briand, a consacré une approche de la laïcité comme concernant l'État, donc pas la société. Donc dans la société, dans l'espace public, il est normal que les croyants puissent participer à la vie commune en étant ceux qu'ils sont, avec leur identité. Vous-même, absolument. Vous voyez. Et moi, j'ai la prétention de penser que les croyants, avec ceux qu'ils sont un plus pour le vivre ensemble, et pas un moins. Sont un apport de par ce qu'ils ont envie de mettre au service de tous, et non pas, je dirais, d'abord un problème pour la société. Et moi, je tiens à ce qu'on préserve cette distinction. Que l'État soit strictement laïque, c'est une nécessité, et aujourd'hui, sans aucune ambiguïté, les évêques catholiques y tiennent absolument. Que la société française se neutralise me semblerait un appauvrissement. Vincent ou Stéphane, sur cette distinction entre l'État et la société laïque? Il y a une complexité qui implique une subtilité qui est ici très... à une dose extrêmement forte, et c'est toujours très compliqué à expliquer, mais moi je pense que cette distinction entre sphère étatique et société civile, elle ne correspond pas strictement à la teneur des débats qui ont eu lieu au moment de l'adoption de la loi de 1905. Moi, je parlerais plutôt de communauté politique qui doit être laïque, et d'autre part de société civile qui, elle, est absolument sans contrainte, absolument libre. Il y a au sein même, en dehors même de la sphère étatique, une communauté politique à laquelle la laïcité demande parfois un certain détachement de ses appartenances particulières, et notamment religieuses. Et cette communauté politique, c'est en mettant parfois de côté ses appartenances particulières qu'il lui est, en théorie au moins, en pratique c'est autre chose, mais en théorie au moins plus facile de débattre, d'accepter un certain nombre de débats critiques, d'essayer de faire naître une forme de vérité de la délibération. Cette délibération, elle n'est parfois pas possible lorsque chacun reste sur ses appartenances particulières. Du côté de ce que j'appellerais la société civile, la sphère civile, là oui, évidemment,
chacun est fort heureusement, et la laïcité, c'est aussi la garantie de cette liberté. Chacun est libre. Donc les choses sont souvent beaucoup plus subtiles, et c'est à la marge que cette difficulté se joue. Je pense à la question, par exemple, de l'affaire Babilou, où on s'était posé cette question-là. Babilou, c'est ni l'État, ni la société civile. Ou bien à la question de la dissimulation du visage dans l'espace public. Il y a des marges qui sont extrêmement délicates à saisir, à la fois pour le droit et pour le discours politique, philosophique, juridique, etc., mais aussi qui sont en pratique très compliquées à expliquer. Babilou, c'était la crèche de Chanteloup-les-Vignes. Justement, la question du port du voile qui est interdite dans les établissements scolaires du secondaire, le port du voile est permis à l'université, toujours. Oui. Oui, il y a une logique ou pas de logique dans cette permission à partir d'un certain âge, au fond La logique, c'est de dire qu'un enfant, tant qu'il est mineur, il n'a pas encore, l'esprit critique suffisamment formé pour déterminer en fait quels sont ses choix. Quand ce sont les choix confessionnels qu'il voudra faire à l'université, il est majeur et c'est un usager du service public majeur et qui est donc libre de ses choix. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école est souvent rapprochée de la question de la laïcité. En réalité, c'est vraiment plus une question d'éducation. Et d'ailleurs, c'est ce que même a dit la Cour européenne des droits de l'homme lorsque elle a validé le régime français d'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Et donc voilà, c'est comme exactement pour l'affaire Babilou, où là aussi la Cour de justice de l'Union européenne a dû se positionner sur cette question-là. Est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté religieuse? Eh bien, elle a dit que oui, clairement, c'est une atteinte à la liberté religieuse, mais qui est justifiée ici lorsque c'est prévu dans le règlement intérieur, lorsque c'est nécessaire parce que l'employé va se présenter à des clients et les nécessités du service, etc., font que il ne faut pas qu'il porte de signes ostentatoires. Eh bien, c'est tout à fait justifié. Mais là, il me semble qu'on est dans un débat qui n'est pas exactement celui de la laïcité, qui est plus celui de la liberté religieuse dans la sphère civile. Mais bon, voilà. Jean-Charles, vous voyez ? Oui, je crois que on dépasse le côté religieux, c'est-à-dire que c'est surtout la vision qu'on a de la femme. Oui, il y a aussi ça qui joue dedans. C'est ce qui me paraît absolument primordial. Le débat, il est là. Parce que moi, je me contrefous qu'on puisse avoir un signe religieux distinctif, discret, plus ou moins discret. Mais là, c'est pas distinctif ni discret. Enfin, donc, et tout le monde le dit. C'est pas les dignitaires musulmans le disent. Ce n'est pas une obligation religieuse. Donc, c'est juste une conception de la femme qui n'est pas la mienne et pas celle que j'estime on doit avoir dans une république comme la nôtre. Voilà. Donc, en un mot, alors, je reprends ce que dit je crois que c'est le cardinal Parolin, on peut dire que c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre du pape, oui. Du pape, qui dit, voilà, cette loi risque de mettre en discussion les équilibres qui sont créés tout au long du siècle depuis 1905. Je pense que vous partagez. Oui, alors, on peut se demander de quoi il se mêle, éventuellement. Ceux qui nous écoutent peuvent se demander de quoi il se mêle. Alors, il faut savoir, parce que ça rajoute encore à la complexité du débat. Quelle nationalité le cardinal Parolin ? Il est italien, mais il a la citoyenneté du Vatican, puisqu'il est Premier ministre du Vatican. Il faut savoir que la laïcité, ça rajoute encore à la complexité du débat. À la française, elle a une dimension internationale. Parce que oui, elle est très particulière. L'adaptation du régime de 1905 à l'Église catholique a fait l'objet d'un traité international. C'est le statut de cet accord entre le Saint-Siège et la République française. Et donc aujourd'hui, le Saint-Siège, tout en n'étant pas du tout dans une logique a priori de méfiance, mais regarde d'assez près ce qui se passe en France, parce que nous sommes internationalement engagés par ce traité qui, dans les années 20, en définissant les associations diocésaines, a été un traité diplomatique. Pas simplement une loi interne à la France, mais un traité diplomatique, puisque ça fait partie des absurdités que vous mentionnez tout à l'heure et qui ont été ressorties pendant le débat parlementaire. Les évêques sont nommés par le pape, et ça fait juste 2000 ans que ça dure, ou à peu près. Et donc certains parlementaires se sont demandé s'il n'y avait pas là une ingérence étrangère douteuse dans la vie de notre pays. Mais oui.
Sujet que Louis XIV se posait déjà à son époque, il faut le savoir. Ça s'est basé sur Donc, ces régimes, en effet, oui. un des motifs, Et même sous Napoléon. un des motifs de découragement du moment actuel pour nous, c'est que c'est le grand n'importe quoi auquel on assiste. Vous l'avez évoqué, je rajoute un élément. On se demande si bientôt on va pas être soupçonnés de tous complotistes, nous les catholiques, juste parce qu'on croit en la résurrection, si vous voulez. On se demande où ça va s'arrêter, quoi. Justement, alors, peut-être, si on va au-delà des débats techniques qui sont importants, parce qu'on voit très bien, quand vous les traitez, combien ils peuvent changer la philosophie de la loi. Mais question philosophique, c'est la phrase de Gérald Darmanin, la loi de la République doit être plus forte que celle des dieux. Vous en pensez quoi? Mais alors, là aussi, si vous voulez, j'oscille entre la consternation et le découragement. Parce que, évidemment que c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Évidemment qu'en 1942, on est content, face au régime de Vichy concernant les Juifs, que des gens aient suivi leur conscience plutôt que la loi de l'État. Évidemment qu'on est heureux pour l'humanité tout entière que dans les années 90, en Afrique du Sud, un Nelson Mandela ait suivi sa conscience plutôt que l'autorité de l'État. La loi de Dieu, c'est pas une réalité qui tombe de je ne sais quel trône céleste et qui s'impose. C'est ce qu'entend ma conscience. C'est ce qu'entend ma conscience. Et on ne peut pas, même si j'ai bien compris que c'était un slogan rapide, mais on ne peut pas anéantir de manière aussi cinglante la nécessité évidente de respecter le jugement de conscience dans une sphère qui n'est pas celle de la vie citoyenne. Moi, ma foi catholique me fait obligation d'être un bon citoyen et me demande même de prier pour les dirigeants politiques de mon pays. Donc j'ai aucun problème avec le sujet. Mais pour autant, jamais je ne signerai une telle phrase. Parce que, évidemment, qu'on ne peut pas mettre la loi de l'État dans une vision aussi totalitaire. Oui, mais je ne veux pas me faire l'avocat de Darmanin, pour une fois, mais on voit bien aussi à qui était destinée cette phrase. Oui, absolument. Non, mais on est toujours dans cette ambiguïté-là. Elle n'est clairement pas destinée. On est toujours sur le même sujet. Voilà. On est toujours sur le même sujet. C'est que nommons les problèmes, réglons les problèmes, Absolument. une certaine façon de les englober. C'est vrai que si on dit que la loi, c'est ma loi, c'est le djihad, Voilà. Donc, Non, mais vous comprenez ça. donc le problème, c'est le djihad. Vous comprenez? Donc le problème, c'est sans doute ça. Nommons Mais les comme problèmes et prenons-les en dirait, face. mais comme disent les juristes, voilà, on ne peut pas traiter un problème particulier, il faut traiter le problème de manière générale. Voilà, on a fait à peu près le tour sur les reproches que vous faites à cette loi. On va voir, elle va sans doute être adoptée, on verra quelle sera votre attitude ensuite. Ah ben, ça sera une attitude républicaine, ça va sans dire. C'est-à-dire que d'abord, nous allons aux commissions parlementaires qui nous invitent, nous discutons, nous débattons, et puis ensuite, le cas échéant, nous ferons appel au Conseil constitutionnel, nous ferons appel à tous les recours que nous donne la loi républicaine. Alors, on va passer à un autre sujet, mais il nous reste à peine 3 minutes, donc pas assez pour en débattre. C'est un sujet de justice. C'est vrai que voilà, l'actualité a été marquée par plusieurs affaires d'inceste dernièrement. Je voudrais juste vous interroger sur un point qui me paraît intéressant philosophiquement et peut-être juridiquement. On parle beaucoup évidemment, la plupart de ces affaires sont prescrites. Et on parle beaucoup d'une suppression de la prescription dans ce genre d'affaires. Et je lisais ce que disait un avocat, ce qui me paraît intéressant. Il disait la morale ne se prescrit pas, mais le droit doit être prescrit. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Ah, c'est une question peut-être à poser aux juristes. Peut-être. Alors, Stéphane Monson, peut-être. D'abord, ensuite on dira. Vous direz Jean-Charles. Non, moi je suis assez d'accord avec cet avocat que je ne connais pas. Je veux dire, c'est l'ancien bâtonnier de Paris. Vraiment. Voilà. Non, mais ensuite, si on veut débattre, c'est pourquoi les affaires de viol, pourquoi les affaires d'inceste et pas telle autre, pourquoi je ne vois pas tellement le. On voit une raison, c'est-à-dire que un enfant qui a subi des violences sexuelles pendant toute son enfance ne peut pas se plaindre et qui fuit. Et d'ailleurs, la loi a changé là-dessus puisque c'est à partir de sa majorité. Voilà, maintenant que la prescription court. Qui a un décalage jusqu'à la majorité, tout à fait normal. Mais voilà, après, imprescriptibilité me semble folle. Stéphane et Vincent, sur la prescription justement des crimes, quel est votre point de vue? Ouais, la situation pour les incestes n'a cessé d'évoluer. On sait que
cette prescription, elle part à partir de la majorité de la personne et elle vaut pour 30 ans. Donc jusqu'à l'âge de 48 ans, il est encore possible d'actionner les procédures. Mais la prescription, c'est aussi un mécanisme alors qu'il différencie de la morale. Le droit n'est pas la morale, même si la morale influe bien évidemment sur le droit. Mais il y a pour le coup ici aussi des questions techniques. C'est-à-dire que reprendre une affaire des décennies après la commission des infractions qui peuvent être reprochées, c'est extrêmement compliqué et ça risque parfois de conduire vers des erreurs judiciaires qui peuvent être parfois irrattrapables. Donc faire parler des témoins des décennies après, faire parler des preuves, même avec des moyens techniques qui sont aujourd'hui extrêmement performants, c'est tout de suite extrêmement compliqué au regard de l'impératif de justice. Dans le droit canonique, il y a une prescription. Le droit canonique a beaucoup évolué récemment sur ces questions, parce que chacun sait que l'Église catholique a été très confrontée, pas au problème de l'inceste évidemment, mais au problème d'abus sur mineurs. Et aujourd'hui, dans le droit canonique, il est prévu que sur décision du pape, la prescription puisse être levée. Et ça a été le cas dans plusieurs affaires en France, de prêtres qui ne pouvaient plus être jugés par les tribunaux, mais qui ont pu être jugés d'un point de vue canonique parce que le Saint-Siège a considéré que vis-à-vis des victimes, il fallait lever la prescription. Eh bien, écoutez, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci infiniment, Monseigneur Bruno Valentin, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Jean-Charles Lajoie-Di. Merci beaucoup, Vincent Couronne et Stéphane Monson. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.